Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistepro.com. J'ai aujourd'hui la chance de me trouver avec Johan Berby à mes côtés, un superbe bassiste. Et oui, nous n'allons pas parler que de saxophone ici. Donc, salut Johan, comment Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, super bien. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les viewers? Alors je m'appelle Johan Berby, voilà, je suis musicien accompagnateur professionnel et je suis aussi l'auteur du blog bassistepro.com. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours musical? Parce que je sais que tu as un parcours un peu atypique, parce que tu pourrais, enfin voilà, c'est ce que je considère comme un self-made man, hein, c'est-à-dire que tu as, voilà, toi, tu as pris assez peu de cours, de ce que je me rappelle, etc. Comment est-ce que tu t'es construit musicalement? Alors déjà j'ai commencé la musique par pur hasard, enfin déjà j'ai toujours eu envie de faire de la musique, mais avant de faire de la musique j'étais danseur, donc j'ai fait de la danse de l'âge de mes 6 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Et à l'âge de 17 ans, je suis allé passer quelques concours de danse un petit peu partout en France et dans la région Nord-Pas-de-Calais, parce qu'à l'époque ça s'appelait encore le Nord-Pas-de-Calais, et, au passage. Et, et du coup, j'ai échoué ces auditions, en fait, dans le sens où ma maman m'avait inscrit dans des concours de danse classique. Et moi, je faisais plutôt de la danse contemporaine, et puis des danses exotiques, si on peut appeler ça comme ça. Et puis, j'avais eu de toute façon du mal à projeter mon avenir en tant que danseur en France, voilà, pour des raisons qu'on gardera personnelles. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, bon, j'aime l'art de manière générale. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je suis noir, je joue de la basse. Non, c'est pas ça. Ça s'est pas passé comme ça. L'idée, c'est qu'en fait, j'ai des copains au lycée qui cherchaient un bassiste. Je savais même pas ce que c'était qu'une basse, ni même un bassiste. Et par contre, je venais assister tous les week-ends à leurs répétitions. Et leur bassiste, à l'époque, je crois qu'il s'appelait Marco, un truc comme ça. Il venait quasi jamais aux répètes. Et puis, ben, moi, je venais tout le temps. J'écoutais les morceaux, du coup, j'étais déjà imprégné de leur musique. Et un jour, ils m'ont dit, tiens, Doudou, tiens, s'il te plaît, parce que Doudou, c'est son nom. Tiens, Doudou, prends la basse de Marco, et essaye, fais un truc. Et j'avais déjà les riffs dans la tête, donc j'ai cherché note pour note. Et puis, j'ai fait comme ça le truc. Ils ont fait, wow, super, allez viens, on vire Marco, on te prend. Voilà. Ah ouais, sympa les mecs. Bah, ils étaient frustrés. Pauvre Marco Père. Oui, je suis désolé si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, mais c'était pas du tout dans mon intention. Mais bon, ça a déclenché, ça a aussi déclenché quelque chose de fort finalement, hein. Oui, voilà, bah en fait, l'amour que j'avais pour la musique, parce que j'ai toujours voulu en faire, mais mes parents ne m'ont jamais inscrit au conservatoire, tout ça, faute de moyens, faute de temps, d'organisation, voilà. Avec ma famille, on a un petit parcours un peu atypique, on est arrivé en France avec 500 francs, donc les premières, on va dire, 10e année de, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, les 10 premières voilà, années de ma vie, c'était pas très très rose, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Et j'ai survécu, je suis content. Mais voilà, donc du coup, faire des activités comme ça, extrascolaires, c'était pas du tout à l'époque dans les mœurs de mes parents. Voilà. Et ensuite, voilà, donc j'ai découvert que j'étais complètement fou amoureux de la guitare basse. Voilà, c'était ma première petite copine. Ah ouais, je m'en rappelle très bien, hein, parce que pour ne rien vous cacher, on a grandi ensemble avec Doudou depuis qu'on est tout petit, et je me rappelle très bien qu'à cette époque, à partir du moment où tu as eu une basse, bon bah t'as arrêté l'école, hein, c'est ça, j'ai arrêté l'école tout de suite, et puis tu passais ton temps dans le local de répète ou dans ta chambre, je me rappelle là-bas dans les combles à travailler la basse, et ça, comme je le répéterai jamais assez, le travail, parce que vous allez voir où ça a amené Johan justement le travail, et c'est bien pour ça, moi aussi, que je voulais t'interviewer aujourd'hui, parce que je pense que c'est un beau message. On a beau donner tous les conseils qu'on veut, d'aller prendre les conseils partout où on veut, mais à un moment donné, si on se met pas au turbin comme un dingue, on n'y arrivera pas. Oui, puis voilà, c'était même pas en plus dans l'optique de me dire je vais travailler comme un dingue ou quoi, ou je vais déchirer, je vais devenir une bête. Non, c'est vraiment de l'amour, de la passion, et je n'imaginais pas en fait ma vie autrement. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'étais au lycée, quand j'ai arrêté l'école, j'avais 17 ans, et en fait, l'histoire, c'est que je devais passer le bac français. Vous savez, ce truc horrible qui sert à rien dans la vie. Et, mais que tout le monde doit faire parce que c'est bien socialement. Et du coup, moi, ça me saoulait déjà. Et je me disais, quoi, la vie, c'est ça? C'est genre, je fais un examen, chemin A, tu fais comme tout le monde, en fait, c'est le chemin normal, the main way, tu vois. Et après, tu as option 1, ou option 2 ou option 3. Tu as raté tes examens option 1, option 2, tu peux faire option 3. Ouais, super, je vais devenir kiné. Hop, tu vois. Après option 3, il te reste option A, option B, option C. Tu as raté l'option C et l'option B, il te reste l'option A et tu fais ça toute ta vie. Et beaucoup de gens malheureusement vivent comme ça. Et je ne juge absolument pas.
Mais j'avais pas envie de subir ça, c'est un choix. Vraiment, ça, là-dessus, on a tous le choix en fait. Et je me suis dit, quitte à galérer dans la vie, parce que bah, la vie c'est pas tout beau, tout rose, autant galérer en faisant quelque chose que j'aime. Voilà. Ouais. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas, c'est exactement. J'avais aucune conscience que j'aurais le parcours que j'ai eu. Je n'avais aucune conscience que je réaliserais la plupart de mes rêves, pour ne pas dire tous, etc. etc. Mais voilà, j'étais tellement convaincu que c'était la voie, pas la plus simple, mais la voie la plus logique, en fait, que je me suis dit, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, j'ai rien à perdre. Je veux dire, au pire, je ferai un boulot de MERDE, et puis je rebondirai. Et voilà, et comme le disait Benjamin, voilà, bah, je me suis enfermé avec passion. Voilà, c'était du travail acharné, parce que je viens pas d'une famille d'artistes, ni de musiciens, ni de personnes qui ont de la culture. C'est horrible à dire, je suis désolé la famille, mais c'est vrai. Et du coup, bah, j'ai dû me former par moi-même, par ma curiosité, rester ouvert, c'est super important. Donc avoir une ouverture d'esprit sans fin, infinie, large, etc. Et voilà, à force de rencontrer des gens, de poser des questions, de ne jamais avoir peur, de ne jamais avoir honte. Voilà, que les questions qu'on pose sont ridicules. Aucune question n'est débile, aucune question n'est ridicule. Sinon, ce serait pas une question. Voilà. Bien sûr. Donc, et voilà, et à force de raisonner comme ça et d'y aller vraiment en mode gros pi, gros chinois, voilà, bah, les choses se sont débloquées. Alors, justement, parce que moi qui connais ton parcours, je veux dire, qu'est-ce qui t'a amené, enfin, quels sont, je dirais, tes meilleurs conseils? C'est-à-dire que voilà, toi, tu as commencé à travailler la basse 10 heures par jour dans ta chambre à Maubeuge, et ça t'a amené sur tous les plus gros festivals du monde. Tu as collaboré, enregistré avec Trilog Gourtou, tu as collaboré avec Marcus Miller, avec Yann Garbarek, en parlant de saxophone, et bien d'autres, ou Moussa Ngaré, et je ne saurais citer tous les grands artistes avec lesquels tu as joué. Donc, à part le travail, ça on en a déjà parlé, mais qu'est-ce qui t'a amené de ta chambre à Maubeuge à collaborer et avoir cette carrière immense en tant qu'accompagnateur? Bah en fait, pour être vraiment honnête, juste l'envie de faire de la musique, en fait, ça peut paraître bête et genre un peu hippie, genre ouais vas-y c'est trop facile comme réponse. Non c'est vrai, parce que d'abord on démarre la musique parce qu'on aime la musique. Après on est confronté à la réalité, c'est-à-dire qu'il faut gagner de l'argent, et gagner de l'argent avec de la musique c'est pas du tout évident. Mais c'est pas parce que c'est pas évident que c'est impossible, c'est pas du tout la même notion. Et du coup, pour moi, dans la vie, après c'est peut-être l'éducation que j'ai reçue, je sais pas, ou mon mindset, ma manière de voir les choses, mais pour moi dans la vie, rien n'est impossible en fait. Au contraire, si on me dit c'est impossible, raison de plus pour essayer de le faire. Déjà, règle numéro 1, il n'y a pas de règle. Règle numéro 2, toujours se référer à la première règle. Ouais. Donc ça c'est un espèce de mantra personnel, et j'enseigne ça d'ailleurs aussi à mes élèves, c'est très très important. Parce qu'il y aura toujours de toute façon des gens pour nous convaincre, des gens qui n'ont rien fait de leur vie, et je les juge pas, mais qui n'ont rien fait de leur vie et qui ne savent même pas de quoi ils parlent, et qui viendront toujours vous dire « Ah non mais fais pas ça, c'est pas bien. Ah non mais comment tu vas faire pour ta retraite ?» Et quand j'avais 17 ans, on me sortait ce genre de conneries, genre j'ai arrêté l'école le jour du bac français, c'est vous dire la symbolique pour moi. Et on me disait « Non mais t'es fou Johan, mais attends tu vas faire comment après pour la retraite si t'arrêtes l'école ?» J'ai 17 ans. Laisse-moi vivre. Oh, je rêve, j'aspire de voyage. J'aspire justement à rencontrer Ron Carter, Richard Bonnat, plein de gens. Choses que j'ai pu réaliser sans même le savoir, mais je le projetais tellement fort dans mon esprit. La projection, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école et dont on ne parle pas assez. Donc après, je ne suis pas un spécialiste de ce genre de méthode, mais en tout cas, ça fonctionne vraiment. Quand on est quand on est humble, on a un sentiment qu'on va réussir cette chose et qu'on se met dans la condition comme si on avait déjà atteint cette chose, ça finit par arriver. Donc voilà. Namasté. Mais c'est vrai. Non, mais bien sûr, bien sûr. Alors pour parler un peu saxophone quand même, donc je disais que tu as eu la chance de collaborer avec de grands noms du saxophone, des gens qui jouent très très bien, qui ont une aura aussi extraordinaire. Quels sont ceux qui t'ont marqué le plus? Bah, il y en a un, c'est Yann Garbarek, que tu as cité tout à l'heure. Alors j'ai eu l'occasion de vraiment faire le tour du monde avec ce monsieur aux côtés de Trilog Gourtou. Et en fait, Yann, il a quelque chose de magique. Là où beaucoup de saxophonistes vont avoir l'habitude de partir dans un vomi, désolé, hein, mais dans un vomi de notes, Yann, il est tout de suite dans le son. Et c'est le seul saxophoniste en dehors de Maceo Parker, parce que Maceo Parker c'est de la funk, donc il y a un côté énergie trance, donc il appelle ça. Yann Garbarek c'est du jazz, c'est de la mélodie, c'est du chant. Et j'ai jamais vu les gens se lever comme ça,
crier, danser, taper après chaque solo d'un saxophoniste. Et j'ai vécu ça à chaque fois en étant sur scène auprès de Yann Garbarek, c'est juste phénoménal. C'est-à-dire que nous, on va peut-être, avec Triloc, des fois on passait du temps à travailler le son basse-batterie, des choses comme ça. Et Yann, il arrive, juste un pauvre petit micro, Shure SM58, bah, il a un son plus gros que basse batterie, et puis tu dis, ouais, ok, c'est quoi ton problème? Ça, il a un son comme ça, mais en jouant sur un petit saxophone, va chercher l'erreur. Voilà, mais c'est magique, et il est vraiment dans l'émotion, il n'est pas là pour chercher à épater ou à prouver des choses. Donc ça, pour moi, c'était le jeune fou que j'étais, surtout en plus à l'époque. C'était une belle leçon d'humilité, de musicalité, et d'être humaine, quoi. Voilà, c'est ça exactement, et d'être vraiment au service de la musique, c'est-à-dire on oublie la technique, on oublie tout ce qu'on a, c'est important, mais c'est pas essentiel, et c'est pas ça qui fera la différence. Donc et ça, c'était une belle leçon, voilà, pour répondre à ta question. Voilà, une énorme source d'inspiration, même les sons harmoniques, tu vois, on était dans les tourbus, je lui demandais des conseils, qu'est-ce que tu attends de moi sur tel type d'accord, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme genre de ligne et tout, quand on joue ça et tout, non, c'est très enrichissant. Alors justement, qu'est-ce que toi, dans un groupe, tu attends d'un saxophoniste? T'es bassiste, t'es là, t'es dans le rang, t'es à côté du batteur, t'es en train de faire le boulot, et qu'est-ce que t'attends d'un saxophoniste? Moi, je veux qu'il foute le bordel. Mais je vais expliquer, qu'il foute le bordel de manière classe, c'est-à-dire qu'il fasse danser les gens, qu'il fasse chanter les gens. Pour moi, le saxophone, c'est le chant. S'il n'y a pas de chanteur dans le groupe, bah, ça va être le saxophone ou la trompette, bref, un de ces instruments-là qui a le rôle du chanteur. Donc il faut assurer mélodiquement, j'adore les mélodies, je joue de la basse en chantant, donc voilà, il faut que ça me parle tout de suite et que je me dise, j'ai envie d'accompagner ta mélodie. C'est parti, on y va. Et puis je t'accompagne, t'as fait pas, ok, je vais essayer de le faire aussi, pour te dire que je suis en train de t'écouter, et bah, on repose le groove, tu vois, c'est super important en fait. Et puis voilà, que les lignes puissent se croiser, tu vois, ça c'est des effets aussi intéressants que j'aime. Tu vois, par exemple, le saxophone va jouer une ligne mélodique ascendante, la basse descendante, etc. Puis ça va se croiser. On va faire plein de choses de fou comme ça, tester, tu vois. Être à l'écoute. C'est ça, exactement. Faire de la musique ensemble. Donc d'ailleurs, à ce propos, il y a un abonné qui me disait donc sur le blog saxophonistepro.com qu'il était en jam et que c'était hyper difficile pour lui de comprendre ce que faisaient les autres et tout ça, et qu'en fait, il y avait cette notion pour lui de jouer seul ensemble. Et pas ensemble. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu vas avoir un mec qui va jouer d'un côté, un qui va jouer de l'autre, un qui va jouer de l'autre. Finalement, ça va faire une espèce de conglomérat de sons un peu dégueulasse. Et en fait, il n'y a pas d'écoute. Alors moi, ce que je répondrais à ça, pour cet élève qui t'a posé cette question, c'est, vu que vous êtes un groupe, c'est quand même plutôt une chance, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir pratiquer en groupe. Voilà, souvent les gens sont confrontés à un ordinateur, à GarageBand, et on a fait mieux en fait, pour pouvoir apprendre la musique. Mais je vous proposerais de pratiquer le son ensemble. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va jouer des longues notes, on va se focaliser sur des longues notes, par exemple sur le souffle, parce que vous avez le souffle. Mais moi en tant que bassiste, je vais vraiment faire des notes avec un sustain de malade mental. Vraiment genre Do, Ça, La. On va jouer par exemple des choses comme ça, très simples, très basiques, mais on va faire en sorte que boum, le son fusionne et que ça devienne un seul et même son. Parce que c'est la chose la plus difficile à avoir en groupe. Vous écoutez des groupes comme James Brown, Tower of Power, ils ont ça. Je veux dire, au-delà du fait que ce soit bien arrangé, bien écrit, qu'il y a un super ressenti, je veux dire, quand Gary Buddy fait ça reprend la ligne de saxophone, ça reprend en même temps la ligne de piano, de l'orgamon, ça reprend en même temps les ghost notes, la ligne de basse, mais c'est au-delà du pattern, c'est le son d'ensemble, c'est juste malade. Et aujourd'hui, avec le côté technologique, geek, tu vois, on perd ça. Moi je dis ça souvent aux bassistes, ils sont là, ouais, je suis mon ampli marque basse et tout. Moi je déteste ces amplis-là. J'assume ma position. Et parce qu'en fait, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le son naturel qu'on devrait. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tous une empreinte sonore unique, comme on a autant une empreinte digitale unique. Donc par exemple, on peut naître et avoir 4 frères jumeaux, ou je sais pas, voilà, on peut être quintuplé ou juste avoir un jumeau, et bien on a quand même une empreinte digitale unique au monde. Et sur toute l'histoire de l'humanité, aucune personne n'a la même empreinte digitale. C'est quand même malade, pour dire à quel point on est unique. Donc, et on voudrait s'embêter, pour rester poli, en musique, pour avoir le même son que quelqu'un d'autre. Je trouve ça un petit peu bizarre en fait. La première chose à faire, c'est de faire ressortir sa personnalité, son identité. Après, on peut s'inspirer des autres, et il faut, c'est important, voilà, parce que ça nous fait grandir, etc. Mais ce qui prend le plus de temps, parce que c'est l'histoire d'une vie,
c'est vraiment d'aller à l'intérieur de soi, en fait. Bien sûr. Donc, le développement du son, bah encore plus, non, c'est pareil pour tous les instruments. Je veux dire, le saxophone, vu que c'est un instrument dont le son se fait avec la géométrie, hein. C'est-à-dire intérieur, tout se crée dans la géométrie intérieure, du bec, du saxophone et du saxophoniste, évidemment. Et vu qu'on a tous un palais, des dents, une langue, une gorge différente, et c'est pour ça qu'on a notre identité. Et évidemment, moi je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire qu'il faut absolument cultiver son identité sonore. C'est rythmique et d'ailleurs est mélodique. Ouais, musical, tout c'est ça, artistique. Ouais, c'est ça, exactement. Ça c'est super. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu écoutes comme musique en ce moment? Alors, pas grand-chose, parce que je suis très très occupé. Ouais. C'est rare que ça m'arrive, mais malheureusement, des fois, ça m'arrive. Mais quand j'écoute de la musique, c'est plutôt grâce à mon fils, en fait. J'écoute du Parliament, des choses comme ça, parce qu'il met le CD en boucle. Ouais. Ou alors, c'est parce que je fais le lire training au moment de mon petit déjeuner, je vais écouter des séquences d'accords. J'adore faire ça, je me lève le matin, c'est une routine, en fait. Je me lève, voilà, avant ma femme et mon fils, et puis je m'étire un petit peu, et puis je mets des exercices d'ear training que je me suis créé, et puis je prends mon petit déjeuner, voilà, au même moment. Ouais, voilà, j'adore ça. Dans le cycle des cartes, etc. Exercice gamme majeure, juste pour reconnaître, pour reconnaître les notes, être capable de chanter n'importe quelle note tout de suite comme ça. J'adore ça. Voilà. Ça, c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, parce que je me rappelle que quand on était jeune et qu'on bossait toute la nuit là chez tes parents d'ailleurs, quel courage ils avaient, hein, parce qu'à écouter des musiciens, enfin bon, bref, jusqu'à 5h ou 6h du matin, tu te couchais tout le temps en écoutant le diapason, je me rappelle. C'est ça, bah, il est là, toujours d'ailleurs. Ouais. Tu mettais le diapason et boum, tu te couchais toujours en l'écoutant. Mais là, mais c'est toujours une routine, ça aussi. Ah ouais, toujours maintenant. Toujours. Ouais. Excellent. Parce que j'ai pas l'oreille absolue, j'ai ce qu'on appelle une synesthésie. Et en fait, je vois des couleurs quand j'entends les sons. Donc c'est pour ça que j'arrive à chanter tout de suite une note comme ça, en fait, sans avoir besoin de réfléchir. Mais j'ai pas l'oreille absolue, c'est parce que j'ai plein de repères. J'ai assimilé ces repères de colorimétrie, je sais pas si ça se dit, en tout cas de couleurs, avec des sons. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est comme une oreille relative au son finalement. Parce que moi j'ai l'oreille relative, j'ai pas du tout l'oreille absolue. Donc c'est-à-dire que je calcule. Enfin, j'entends mes notes par rapport à une note de base, quoi. C'est-à-dire que si j'entends un La, ensuite je peux construire. Et tu calcules l'intervalle. Je le calcule pas maintenant, je le joue, je l'entends l'intervalle, mais je veux dire, j'entends les intervalles en tout cas. Mais alors l'oreille absolue, c'est pareil, c'est un débat qu'on pourrait peut-être avoir ici sur la chaîne aussi. Moi, je l'ai en mi bémol. C'est-à-dire que j'entends un saxophoniste alto qui joue et je peux refaire parfaitement ce qu'il fait instantanément sans me poser de questions. Je l'ai pas du tout en si bémol, un peu en ut. Donc j'imagine aussi qu'il y a une question de conditionnement derrière tout ça. Oui, c'est ça, mais absolument. J'ai inventé ma propre méthode en fait. C'est ça, c'est super intéressant. De manière complètement instinctive, sans savoir même ce que je faisais à l'époque, mais j'étais tellement frustré en fait. À chaque fois justement je rencontrais des mecs qui étaient plus balèzes que moi, donc ça c'est le côté encourageant, c'est super, il faut faire ça. Quand je leur posais la question de comment tu fais pour entendre les notes, on me répondait toujours je fais 10 ans de conservatoire. Et ça m'énervait parce que je pouvais pas faire ces 10 ans de conservatoire, j'avais 17 ans. J'avais pas envie d'attendre jusqu'à mes 27 ans pour commencer à entendre de la musique. Surtout qu'il faut commencer maintenant. C'est ça. Bien sûr, et voilà, je savais même pas en plus qu'à l'époque ça s'appelait une synesthésie, donc j'ai pris des crayons de couleur, un cahier, je me suis dit en plus à l'époque les couleurs étaient complètement différentes de ce que je vois aujourd'hui. Et voilà, je me disais tiens, mi, ça va être gris, là, ça va être vert, etc. Et puis au fil du temps, à force de pratiquer du piano, de chanter tout ça, ça a changé, ça a modulé, puis j'ai fini par voir les couleurs que je vois aujourd'hui. Enfin bref. C'est super, tu n'es pas le seul dans ce cas-là, hein, notamment surtout en France, un grand compositeur comme Olivier Messiaen qui réfléchissait comme ça aussi et qui a écrit des trucs absolument incroyables. Donc voilà, merci, écoute Johan, je crois que c'est bien pour nous, je te remercie vraiment beaucoup d'être venu ici à la maison. On partage énormément de choses et c'est toujours un plaisir de t'avoir ici. Évidemment, n'hésitez pas à aller consulter la chaîne de Johan, bassistepro.com, le blog bassistepro.com aussi, vous aurez tous les liens dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de bassistepro.com évidemment. En complément, vous êtes libre de télécharger le livret du blog qui s'appelle Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo si elle vous a plu sur vos systèmes de médias sociaux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Yeah, ciao.